veille au respect de ces équipements-là. Est-ce que vous avez pris des contacts avec les autorités gouvernementales pour savoir qu'est-ce qu'elles peuvent en faire de ces déchets qui sont en fin de vie et comment peut-on arriver à leur donner peut-être une seconde vie? Et en fait, tout cela, est-ce que vous avez une stratégie, une politique pour ça? C'est à peu près ça ma curiosité, s'il vous plaît. Ok, alors cette question-là, on va laisser plutôt M. Viamanangou qui va nous parler du contexte finalement environnemental, et je pense que c'est aussi la dimension juridique qui est chargée finalement pour ces questions-là, pour voir au niveau des contentieux entre pays, et donc voilà, donc on va laisser plutôt la place au droit, merci Clément. Donc M. Viamanangou va nous éclairer un peu sur le contexte africain et le contexte, le droit au niveau congolais. Comment c'est géré? Peut-être que ça répondra effectivement à votre question. Merci. Merci de me refiler la patate chaude. Je ne suis pas certain de répondre. Non, je suis de la vieille école. Donc, rapidement, donc, je suis Viamanangou, congolais, juriste, pas spécialement spécialiste dans l'environnement. En tant que juriste, lorsque M. Fanzo m'a demandé d'intervenir, il est possible de donner de plus grandes indications sur ce qui est exactement le droit de l'environnement actuellement au Congo. Avant de commencer, rapidement par rapport à votre question, moi je partage plutôt votre pessimisme sur cette question-là. Je crois que ça fait partie des paradoxes justement du droit de l'environnement, parce que nous avons un gros problème en Afrique, c'est qu'il nous faut préserver l'environnement, sauf que nous sommes des pays pauvres, et que nous ne sommes pas des pays industrialisés, des pays industriels, et que nous avons donc très peu contribué à la pollution du monde. Et lorsque nous souhaitons, nous, devenir des pays industriels, nous devons respecter ce que les autres n'ont pas fait depuis des siècles. Je crois que c'est le vrai paradoxe. Et là, c'est la vraie question, parce que il y a des mesures qui sont prises actuellement dans les États africains, c'est notamment celle d'interdire l'importation des véhicules datant des véhicules les plus polluants. Très bien. Vous savez, au Congo, combien de personnes au Congo peuvent acheter un véhicule neuf? Ils sont 1 ou 2%. Prendre une mesure interdisant l'achat des véhicules polluants, c'est priver 80% des Congolais de la possibilité d'acheter une voiture. Donc ce sont des vraies questions, je pense, qu'il faut se poser et qui forcément susciteront beaucoup de débats. Mais je vous avoue que je suis un peu comme vous. J'attends de voir ce que fera les autorités. Je crois que l'association ENER, ils ont plutôt une visée pédagogique. C'est pas eux qui vont agir à la place des autorités qui doivent prendre leurs responsabilités. Donc c'est l'occasion de remercier M. Ponzou et à la suite son association, parce que c'est rare. Alors, je voudrais lui remercier à double titre. D'abord, pour m'avoir invité. C'est toujours un honneur de parler devant des personnes. Mais en plus, d'organiser ce genre de manifestation. C'est tellement rare que les Congolais se retrouvent à parler de leur pays, qui plus est à l'étranger, et sans boire. Donc c'est très bien. Je suis assez content de faire le déplacement de La Rochelle. Alors il m'a été demandé d'intervenir sur les aspects juridiques du droit de l'environnement au Congo. C'est un vaste projet, puisque le Congo, comme une majorité des pays africains, et là encore, je pointe ce paradoxe, sont pionniers en matière de protection de l'environnement. Depuis les années 60, les États africains se sont toujours engagés dans la protection de l'environnement. Donc je vais essayer de rendre, en quelques minutes, de rendre le droit de l'environnement à peu près compréhensible, en tout cas dans le cadre congolais. Alors, il faut, pour commencer ce propos, signaler que si on accorde autant d'importance aujourd'hui aux questions environnementales, c'est qu'il y a c'est que, au final, il s'agit d'une collision entre la nature et l'histoire humaine. Les hommes, pendant longtemps, ont considéré qu'ils étaient maîtres du jeu, qu'ils pouvaient tout se permettre, qu'ils pouvaient consommer comme ils voulaient, qu'ils pouvaient produire de façon inconsidérée, et que la nature
jamais ne demanderait un jour des décomptes. Et bien, ce temps est révolu. Aujourd'hui, la nature demande des comptes. On témoigne de tout ce qui se passe à travers le monde, le réchauffement climatique, vous savez, tout ce qui se passe à travers le monde. Et M. Bonjou, je ne sais plus si M. Bonjou, c'est M. Clément qui a souligné justement que nous étions un continent d'un milliard d'habitants. Et que bientôt nous n'aurons plus assez pour nourrir tous les Africains. Donc aujourd'hui, la question de la surproductivité se pose. Et donc, j'ai évoqué le paradoxe du principe pollueur-payeur. Finalement, pollueur-payeur, est-ce que les États africains, le Congo particulièrement, devraient payer sans avoir pollué? C'est une vraie question. Au nom de quoi, nous qui n'avons aucune industrie, on en a eu quelques-unes de les années 60, notamment dans la zone de la Bouenza, aujourd'hui ça n'existe plus, on n'a rien pollué. Je ne suis pas sûr qu'on n'a rien pollué. Bon, pourquoi payerons-nous alors que nous n'avons rien pollué? Ce sont des questions, malheureusement, que le droit de l'environnement chez nous n'aborde pas. Mais il y avait une solution, c'était celle de dire, étant donné que c'était la solution que moi je qualifie de facile, c'était celle de dire qu'étant donné que nous n'avons pas à nous polluer, nous n'avons donc pas à adopter des normes, à signer des conventions pour protéger l'environnement. C'était la solution de facilité. Que, heureusement, les Africains n'ont pas choisi. Finalement, ce que les Africains ont choisi de faire, c'est de se rendre compte que les questions de l'environnement dépassent le simple cadre égoïste des États. Parce qu'en réalité, l'humanité est reliée. On développe aujourd'hui le concept d'intérêt général de l'humanité. Donc avoir pollué hier ou pollué aujourd'hui, ça ne change rien. Lorsque la nature se fâche, elle ne se fâche pas contre les pollueurs occidentaux, elle se fâche contre tout le monde. Donc vaut mieux aujourd'hui que tout le monde se mette ensemble pour régler ces questions. Je reviendrai donc plus tard sur les questions sur la notion d'intérêt général de l'humanité et puis sur celle de patrimoine commun de l'humanité. Donc les solutions juridiques qu'essaie d'apporter le droit de l'environnement portent sur la conscience de l'intérêt général planétaire. À ce niveau, il faut dire qu'il existe en droit quelques confusions par rapport à des domaines juridiques qui sont très proches du droit de l'environnement, mais qui ne relèvent pas du droit de l'environnement. C'est le cas par exemple de la santé publique. Le droit de la santé publique semble proche du droit de l'environnement, mais le droit de la santé publique n'est pas du droit de l'environnement. Je pointe cet exemple exprès parce que nous, on fait souvent des parallèles au Congo entre, par exemple, le fait que tout le monde n'ait pas accès à l'eau potable et les conséquences que ça peut avoir sur la santé publique. Mais c'est un élément qui paraît proche du droit de l'environnement, mais ce n'est pas puisque la santé publique concerne donc l'organisation de la médecine globalement, et puis le droit de l'environnement s'occupe plutôt de lutter contre la pollution et la gestion des déchets, même si les deux droits ont beaucoup de conflits. C'est aussi le cas entre le droit de l'environnement et aujourd'hui le droit de l'aménagement du territoire, parce que nous avons un gros problème, tous ceux qui sont déjà allés au Congo, nous avons un gros problème d'aménagement du territoire, il n'y a pas de politique de la ville, ce qui conduit donc à des situations incroyables. Le pic de pollution il y a quelques jours à Paris, c'est rien à côté des pics de pollution qu'il peut y avoir dans les grandes villes congolaises, dans la ville du Point-Noir, quelquefois, sans que ça ne meuve personne. Il y a donc des efforts à faire de ce côté-là. Donc finalement, la spécificité du droit de l'environnement, c'est que ce droit vise à une finalité qui lui est particulière, c'est celle de protéger, de préserver l'environnement. Et le droit de l'environnement prend véritablement son essor au Congo à partir de la déclaration de Rio des années 90. C'est derrière, justement, dans la foulée, que la loi 4 sur l'environnement va être adoptée au Congo et donc constituer la base juridique du droit de l'environnement encore aujourd'hui. Je vais donc, dans cette présentation, insister la première partie sur le cadre juridique environnemental qui est assez ambitieux puisque nous avons un véritable arsenal juridique pour rapidement constater dans la seconde partie que finalement, malheureusement, comme souvent en Afrique, il y a beaucoup de tests et très peu de pratiques. Alors, la première chose sur laquelle il faut insister dans cette première partie, c'est celle qui porte sur la constitutionnalisation du droit de l'environnement au Congo. Le Congo est actuellement régi par une constitution qui a été adoptée le 20 janvier 2002. Et cette constitution, pour la première fois au Congo dans l'histoire constitutionnelle congolaise, à titre de rappel, on a aujourd'hui dans la jeune histoire congolaise environ 7 constitutions. Je ne cite pas les actes fondamentaux, rien que les constitutions nous sont à peu près à 7. D'ailleurs, par exemple, les constitutions, nous savons les faire. Mais c'est la première fois
que nous avons pris soin, en tout cas ceux qui ont été de la Constitution ont pris soin, de mettre au sein de la Constitution, je pense, 4 ou 5 articles précis sur la préservation de l'environnement. Donc la première chose qu'on peut souligner, c'est que l'article 35 de cette Constitution dispose, je vais citer, « Tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable, et a le devoir de le défendre. » Deuxième alinéa, « L'État veille à la protection et à la conservation de l'environnement. » Cet article, qui au fond répond à l'article, il me semble, 24 de l'acte constitutif de l'Union africaine de 91 signé à Nairobi, appelle à un certain nombre d'observations. Alors, d'abord, la première observation, moi, quelque chose qui m'a troublé lorsque je regardais cet article, c'est qu'on utilise le terme de citoyen. On dit, tout citoyen a droit à un environnement sain. Très bien. Alors, qu'allons-nous déduire du terme de citoyen? Sachant que la citoyenneté est liée à la nationalité. Et lorsqu'on dit citoyen, donc on est congolais. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que les Gabonais qui sont au Congo n'ont pas droit à un environnement sain? Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne sont pas citoyens au Congo, mais qui résident au Congo, n'ont pas droit au bénéfice d'un environnement sain? Il s'agit, étant donné qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas penser que les constituants congolais étaient aussi cyniques pour prévoir une telle disposition, il semble donc que ce soit une erreur, simplement une erreur rédactive. Deuxième chose, toujours concernant l'article 35, il s'agit d'un nouveau droit qu'on accorde aux citoyens. On va dire un droit de l'homme, de l'environnement. Un droit à un environnement sain. Mais le seul problème, c'est que dans la Constitution congolaise, il y a le titre 2 de la Constitution qui vient juste après le titre 1 portant sur les symboles de la République. Ce titre 2, qui est relatif aux droits et libertés fondamentaux, intègre en son sein des droits, ce qu'on appelle des droits indérogeables, c'est-à-dire des droits qu'on ne peut pas violer. C'est l'équivalent du titre 1 de la Constitution allemande, des articles 1 à 39 de la Constitution allemande, ou du catalogue des droits de la Constitution espagnole de 1978.